Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Vous le savez, on vous l'a dit, les mardis, c'est beaucoup plus les invités qu'on reçoit et beaucoup plus de musique pour notre émission matinale et musicale. Rappelez que l'émission est diffusée sur Télé Africa tous les jours de 8h à 10h, de minuit à 2h du matin et juste après le journal de Télé Africa pour la rubrique l'invité du jour. Aujourd'hui dans notre émission, ce matin, on reçoit monsieur Armel Mensa. Il est l'administrateur général de la zone économique spéciale, donc on dit en langage technique la zone économique à régime privilégié. Bonjour monsieur Armel Mensa. Bonjour. Bonjour. C'est pas souvent que vous venez dans une radio, hein? Non, disons que... Donc pour commencer, ajustez donc votre micro pour qu'on ait une meilleure qualité sonore. D'accord, parfait, voilà. ça y est. Voilà, Ça je se pense prend que bien. là ça va le faire. Excellent. Les auditeurs pourront vous écouter. Ouais. Alors, vous vous sentez bien chez nous? Bah écoutez, je suis agréablement surpris de ce plateau. Et on entend parler d'Urban FM. Je reconnais que je ne suis pas un très gros écouteur de radio, mais j'ai pris note aujourd'hui que le 104.5 FM, il faut l'écouter. Comment on fait pour devenir administrateur général de la zone économique? Bah, écoutez, On arrive là, on est choisi comme alors d'accord, écoutez, vous un savez, ticket de tombola ou bien... je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. C'est une fonction donc qu'on occupe et qui dure donc un certain temps. Et j'ai eu un prédécesseur, j'aurai des successeurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? D'abord, la zone économique à régime privilégié de Coq est une zone multifonctionnelle, multisectorielle, avec plusieurs secteurs qui s'y développent, notamment des secteurs industriels. Vous savez, J'ai une Urban FM, formation. c'est une radio des jeunes. Ouais. Donc, faut aller doucement avec D'accord. les grosses, Faut les qu'il- grosses expressions Bon, alors, mais multisectorielles, quand je dis multifonctionnelles. alors, je vais juste m'expliquer. Quand je dis multisectoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs qui sont représentés, D'accord. notamment le secteur industriel. Alors, j'ai une formation d'ingénieur industriel à la base, parce que vous vous demandez comment on fait pour arriver Oui, comme bien administrateur général. Donc, je suis ingénieur industriel à la base. Où Vous j'ai avez appris travaillé- au Gabon? Alors, non, j'ai eu le privilège de faire mes études supérieures au Canada. J'y ai travaillé pendant à peu près 11 ans. Vous avez Puis, travaillé dans quoi au Canada? dans le secteur industriel, essentiellement dans l'industrie du bois, dans l'industrie sidérurgique, dans l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, comme consultant et ingénieur formateur, puis en optimisant des systèmes industriels. Mais quand vous êtes sorti de l'université, c'était quoi votre diplôme, l'intitulé de votre diplôme? Je suis ingénieur. Alors, j'ai un double diplôme d'ingénieur. J'ai commencé par un diplôme d'ingénieur en télécommunications. Quand j'ai terminé cette formation, le secteur de télécommunications dans les années 99 n'était pas au plus beau fixe à l'époque au Canada. Il y avait une certaine crise. Je me suis respécialisé dans les systèmes productifs, donc les systèmes industriels, de sorte à optimiser les systèmes industriels au sein des usines de fabrication. Donc ça donne la possibilité de travailler dans plusieurs types d'industries, tant que c'est industriel, parce que les équipements industriels sont généralement les mêmes. Donc j'ai eu cette formation, j'ai travaillé dans ce secteur. Alors par ailleurs, j'ai été impliqué au niveau associatif dans l'Ordre des ingénieurs du Québec, donc qui est une province canadienne, où je travaillais comme formateur et notamment comme vice-président de cet ordre. Alors j'ai aussi accompagné des hauts cadres, en fait, un membre du gouvernement canadien sur des questions d'énergie renouvelable, parce que j'ai beaucoup travaillé pour une société canadienne qui s'appelle Hydro-Québec, qui est l'équivalent de notre SEG au Canada, au Québec en particulier. Puis en 2009, dans la foulée de cette nouvelle dynamique qui s'installe au pays, j'ai été appelé pour faire ma part pour mon pays. Alors donc je suis rentré et j'ai commencé à travailler aux côtés d'un ministre à titre de conseiller, puis dans un autre ministère encore à titre de conseiller, toujours autour des questions industrielles. Donc au départ c'était au niveau de l'énergie, ensuite au niveau ministère de l'Industrie et des Mines comme conseiller chargé des questions industrielles des partenaires publics-privés. Puis depuis le 23 décembre 2014, il m'a été fait le privilège et l'honneur d'être porté à la tête de l'administration générale de la zone économique à régime privilégié de Coq. Voilà. Pour dire assez rapidement mon parcours. Ah ça, un parcours comme ça, on ne trouve pas ça au bord de la route. Vous vous définissez comme quel genre d'individu? Travailleur? Écoutez, humble? j'ai toujours cru et je crois fortement à la valeur du travail. Vous avez dit, je m'appelle Armel Mensa, je crois que vous ne connaissez pas beaucoup, c'est pas un nom de famille qu'on connaît, je suis pas d'une grande famille connue au Gabon, donc je viens d'une famille très modeste,
deux parents fonctionnaires puis j'ai toujours cru qu'il fallait travailler dur pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais très tôt, je me suis fixé des objectifs. Et ça, c'est important. Je crois que si je me souviens bien de mémoire, je devais être en 6e ou en 5e, quand j'ai un ami de mon père qui était ingénieur, qui travaillait à l'époque pour les Nations Unies affecté au Gabon, à titre d'ingénieur. Et en voyant son côté, je me suis dit, je veux devenir ingénieur. Et j'ai passé tout le reste de mon temps à travailler pour devenir ingénieur. D'abord en essayant d'être un meilleur élève en classe, notamment dans le cas des matières qui permettent de devenir ingénieur. On parle de mathématiques, de physique et autres. Ça m'a permis de faire un bac C. Donc je me suis donné les moyens d'atteindre mon objectif. Et donc je crois à la valeur travail. Je me suis toujours battu pour pouvoir essayer d'atteindre ces objectifs. Et puis je crois que je suis relativement satisfait du résultat. Quel est le rapport que vous entretenez avec les gens au quotidien? Vous êtes plutôt retiré dans votre coin ou bien un homme ouvert qui écoute les autres? Alors, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui me définisse plutôt que moi-même. mais je crois que je suis quelqu'un qui est très ouvert. J'ai la chance non seulement d'avoir eu l'opportunité de travailler à l'extérieur, de visiter certains pays. Ça ouvre, parce que ça permet d'apprendre et de s'ouvrir aux autres. Je suis d'abord né d'un mariage mixte où j'ai deux parents qui ne sont pas de la même origine et qui ne sont même pas de la même religion. Alors je peux vous dire que dans mes gènes, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Alors donc du coup, dans le cadre de mon travail au quotidien, avec mes collaborateurs, je suis plutôt un chef, un administrateur général qui arrive le matin, qui passe de bureau en bureau, faire la bise à toutes les femmes qui sont là-dedans, dire bonjour à tous les hommes, à ses collaborateurs, aller s'asseoir dans le bureau d'un de mes collaborateurs, discuter de tout et de rien. Comme j'aime bien à leur dire, nous nous connaissions peut-être pas auparavant, mais nous formons maintenant une famille professionnelle certes, mais une famille. Et pour moi, une famille, c'est extrêmement essentiel. Je leur dis, nous avons la responsabilité, le privilège d'avoir à gérer un projet extrêmement important pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de la jeunesse surtout. Et on pourra en parler si vous voulez. En parlera. Et je leur dis donc que chacun est un acteur de ce projet. Il faudrait que chacun comprenne et s'approprie ce projet. Et donc je dis qu'on forme donc une chaîne où chacun est un maillon de la chaîne. Alors si un maillon brise, c'est la chaîne qui est brisée, donc l'objectif n'est pas atteint. Elle n'est pas atteinte du tout. Donc pour moi c'est extrêmement important. Je suis quelqu'un, je crois, de très ouvert, sans aucun protocole. Mon bureau, je suis, on va dire, un jeune, comme vous avez dû remarquer, un jeune administrateur général qui s'inscrit dans une logique où le contact avec ses collaborateurs doit se faire sans barrière, dans un respect mutuel, mais sans barrière. Donc mon bureau est pleinement ouvert pour mes collaborateurs à longueur de journée et ils vous le diront. Alors c'est un peu gênant de parler de soi-même. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde à votre question, mais vous me l'avez posée, alors c'est ce que je peux donner comme élément de réponse. Alors c'est quoi une zone économique à régime privilégié? Alors nous en venons. Une zone économique à régime privilégié, d'abord c'est le terme qui a été consacré par nos textes et lois au Gabon. Tout simplement parce que nous avions au niveau de deux administrations extrêmement importantes, l'administration des impôts et l'administration des douanes, nous avions des départements, des directions qui s'occupaient d'une part de régime privilégié, d'autre part de régime spécifique. En réalité, zone économique à régime privilégié, ce n'est rien d'autre que ce qu'on entend souvent lorsqu'on parle de zone économique spéciale. Qu'est-ce que ça a de spécial ou qu'est-ce que ça Pareil que ce qu'on avait entendu à un moment au Gabon, zone franche. Alors, je vais apporter une petite nuance. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est exactement la même chose. À la petite nuance que généralement une zone franche est un espace économique qui est directement accolé à un port d'exportation. D'accord. Et une zone économique à régime privilégié, comme une zone économique spéciale, c'est un même type d'espace économique, mais qui est sur le territoire national, bien que cela ait un caractère extraterritorial. Et pour mes jeunes auditeurs, ça veut dire, quand on parle de caractère extraterritorial, ça veut dire qu'en réalité, dans la zone, on est un peu comme si on n'était plus au Gabon, parce qu'il y a des échanges commerciaux qui se font avec le territoire national. Donc ça veut dire qu'il y a une barrière de douane qui fait en sorte que lorsqu'un produit sort de la zone pour le territoire national, il fait l'objet d'une déclaration douanière, comme si ça venait de la France et d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle d'extraterritorialité. Mais ça reste au Gabon tout de même. Donc la zone économique spéciale, elle est sur le territoire national, elle n'est pas directement adossée à un port d'exportation, mais quand on parlera de celle d'un coq, je vous dirai pourquoi le site a été choisi, et notamment pour faciliter cet aspect logistique, parce que généralement ces zones franches ou spéciales sont des zones à caractère d'exportation. C'est pour ça qu'il est important de ne pas être très loin. Donc quand je vais acheter quelque chose à la zone économique d'un coq, c'est considéré comme de l'exportation. Alors vous
qui est sur Libreville, quand vous venez acheter un produit issu de la zone économique à régime privilégié de Coq, vous faites une importation comme si vous receviez votre véhicule qui viendrait d'Allemagne ou de France ou de je ne sais où. Voilà. Mais est-ce que les droits des douanes sont pareils? Ben oui, pour vous qui l'achetez, mais pas pour l'opérateur qui est dans la zone, parce que lui, il est en régime privilégié, justement. D'accord. Mais Ah si, Je comprends. ah oui, c'est assez difficile. C'est pas quelque chose d'assez évident parce que c'est nouveau dans notre pays. Mais soyez rassurés, on n'invente pas la machine. Les zones économiques spéciales, les zones franches, il y en a des milliers à travers le monde. Et le principe est toujours le même. Ce sont En des quoi espaces. c'est important pour notre pays? Alors, laissez-moi alors rentrer qu'est-ce dans ce qu'on y détail. fait exactement? Qu'est-ce qu'on y fait exactement et à quoi c'est important? Qu'est-ce qu'on y fait? On y attire les investissements directs étrangers essentiellement, mais aussi des investissements nationaux, pour que les personnes qui s'installent dans un secteur qui est considéré comme un secteur porteur pour notre pays et qui permettent de faire du made in Gabon sur les marchés internationaux. Ça veut dire qu'on voudrait se balader en France. Moi, j'aimerais pouvoir me balader en France et voir une table qui a été faite au Gabon, qui a été mise en vente en France, pas avec du bois tropical gabonais, marqué là-dessus, fabriqué au Gabon. Alors, c'est ce que ça permet de faire. Donc, on permet de donner aux opérateurs qui choisissent de s'y installer un environnement qui les rend compétitifs, qui fait en sorte que lorsqu'ils envoient leurs produits en France ou je ne sais où, à l'extérieur pour le vendre, qu'ils soient compétitifs par rapport aux autres qui produisent à travers le monde. Donc, c'est un espace qui donne des avantages fiscaux douaniers d'une part, mais aussi d'autres types d'avantages dont on pourrait parler, parce qu'il n'y a pas que ça. Et vous serez même d'ailleurs surpris que les opérateurs économiques qui s'installent disent que le plus important pour eux, c'est pas les avantages fiscaux douaniers. Pourtant, ils sont combien intéressants. Parce que on est bien conscient que les zones économiques à régime privilégié ou les zones économiques spéciales ou zones franches, il y en a plusieurs à travers le monde. Nous sommes dans un monde très compétitif. D'ailleurs, pour ne pas en citer un, on a notre voisin de l'Est, la République sœur du Congo, où il y a un ministre qui est spécialisé, qui est ministre chargé des zones économiques spéciales. C'est pour dire à quel point c'est un moteur économique essentiel pour nos économies, nos jeunes économies africaines. D'accord. Si Samsung, imaginons, si Samsung vient s'installer au Gabon et qu'ils veulent produire des télés et qu'ils s'installent à la zone économique spéciale, les télés là seront signées Made in Gabon. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça, c'est l'objectif. Alors maintenant, c'est une zone à caractère d'exportation. Par contre, les textes, parce que vous aurez pu me demander, oui, mais qu'est-ce que le Gabonais lambda gagne? Je devais venir. On va en arriver. Voilà, parce que, alors, je vous le dis, parce que lorsqu'on l'annonce comme une zone à caractère d'exportation, on a tendance à penser que finalement, c'est fait pour l'extérieur. Oui, c'est ça la priorité. Parce que tout à l'heure, vous sembliez être surpris quand je vous disais qu'il fallait faire une déclaration à l'importation, vous qui l'achetez de Libreville. Et oui, parce que vous savez, cette zone qui a un caractère extraterritorial, si c'est défini ainsi, c'est parce que il faut s'assurer que lorsqu'on fait un produit dans la zone et qu'on le met sur le marché à Libreville, qu'il ne rentre pas en compétition déloyale avec un autre qui produit la même chose sur le territoire douanier national. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai Samsung qui décide d'installer son usine en Coq, bénéficie des avantages pour qu'il soit compétitif, parce qu'il aura des avantages fiscaux douaniers, que celui qui implante son usine à Libreville n'aura pas forcément. Alors si Samsung s'implante en Coq, et que je ne sais pas, une autre marque, Toshiba s'installe à Libreville, Toshiba n'aura pas forcément les mêmes avantages que Samsung qui s'est installé en Coq. D'accord. Et alors s'ils ont le même marché qui est le Gabon, Libreville, Samsung aura un avantage comparatif sur Toshiba. Donc ça crée une concurrence déloyale. Donc pour éviter ça, ces espaces sont des espaces à caractère d'exportation. Cependant, et qu'est-ce que gagne le Gabonais lambda, entre autres? Cependant, c'est que dans des secteurs prioritaires, dans des secteurs dans lesquels ils sont précurseurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence en termes productifs, en termes de production sur le territoire. Ce que j'entends par là, c'est que Samsung, pardon. On m'avait déposé au bord de la route depuis quelques minutes. Là, il a perdu le fil. J'ai perdu le fil. Samsung est en Coq, et Samsung fait venir des télévisions depuis je ne sais où, vers le Gabon. On a l'importation, celui qui achète, vous achetez chez Plaza Royal, ou pour ne pas le citer, ou un autre revendeur de la place, et vous avez l'autre qui produit en Coq. Là, on n'est pas en concurrence déloyale. Parce que là, on a un industriel qui fabrique, et on a l'autre qui nous amène le produit fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que celui qui fabrique, qui a des avantages, on lui dit, oui, on peut lui donner l'autorisation de le mettre sur le marché national. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que la télévision faite par Samsung en Coq
versus celle qui vient déjà faite depuis l'extérieur, celle de Hong Kong coûtera moins cher. Le Gabonais lambda gagnera parce que ça réduira le coût d'accès à ce matériel. Mais comment ça, elle coûtera moins cher alors que si elle sort de la zone, elle sera considérée comme un produit importé? Oui, parce que en réalité, en le fabriquant sur place, au regard des avantages fiscalo-douaniers qui sont consentis, les avantages sur la fiscalité et la douane qui sont consentis à l'opérateur qui s'installe, lui, son coût de production revient moins cher que ce qui est fabriqué à l'extérieur et qui fait tout le chemin avec le transport pour venir. Même si les deux sont déclarés pour être mis sur le marché national, l'autre a des coûts, on en parle de coûts de facteur de production moins élevés parce qu'il est sur le territoire national. Et ce qu'il fait par la suite, c'est qu'il peut permettre, il peut mettre des prix de vente qui sont plus bas que ce qui est importé. D'accord. Quel est l'impact pour l'économie d'un pays alors qu'on dit que c'est une zone fiscalo-douanière vraiment légère? Ah non, écoutez, l'impact, il est énorme. Alors, je m'en viens. Vous savez, lorsque cette idée a été initiée par le chef de l'État il y a bientôt 5 ans, parce que c'est un projet qui a été initié le 11 septembre 2011, excusez-moi. Donc, on va souffler la 5e bougie en septembre prochain, du jour où le chef de l'État est venu lancer ce projet en coq. Il visait 3 objectifs principaux. Le premier, vous savez que notre économie est très dépendante du secteur pétrolier. On voit à juste titre aujourd'hui que lorsque ça va mal, le prix du baril va mal, on essaie de racoler les morceaux pour tenir. Donc il fallait, comme premier objectif, diversifier notre économie. Ouais. On parle que de ça, que de diversification, et je crois que ce n'est pas que dans notre pays que c'est fait, mais c'est extrêmement important qu'on comprenne aujourd'hui que nous avons des matières premières, nous avons des ressources naturelles, mais il faut savoir les produire, donc diversifier notre économie. Le deuxième objectif, c'était de faire en sorte de rééquilibrer la balance commerciale du Gabon hors secteur pétrolier, hors matières premières, qui était déficitaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous importons beaucoup plus que nous exportons. Et la balance commerciale, donc la valeur, nous essayons de faire en sorte que la valeur de nos exportations soit au moins équivalente à celle de nos importations. Sinon, idéalement, c'est que ce soit supérieur. C'est ce que font les pays qui sont dits aujourd'hui développés. Ensuite, le troisième objectif, et pas des moindres, c'est que ce soit un réel vivier d'emploi. Que ça crée de nouveaux types de métiers pour les jeunes, de sorte à réorienter la carrière de nos jeunes frères et sœurs qui nous écoutent, en leur créant des emplois sûrs à long terme. On n'appelle pas les autres pays développés, pays industrialisés pour rien. Par l'industrialisation, on accélère le processus de stabilité macroéconomique de notre pays. Ça veut dire que ça permet énormément de générer un nombre important d'emplois et de faire en sorte que le taux de chômage baisse. Nous savons qu'il est assez élevé dans notre pays, d'une part, mais aussi que ce soit de nouveaux types d'emplois, parce qu'il faudrait qu'on comprenne qu'on doit s'approprier tout type de métier. Parce qu'aujourd'hui, nous nous concentrons, nous les jeunes, essentiellement sur les mêmes secteurs de métiers. Il faut diversifier ce corps de métier pour que notre économie soit plus solide avec des personnes qui ont des compétences dans tous ces types de métiers. Et la zone économique spéciale s'inscrit pleinement dans cette logique. Ce sont les 3 principaux objectifs qui ont été ciblés. Alors, nous recevons beaucoup de jeunes au quotidien qui nous expliquent, parce que comme j'aime bien le dire, c'est l'avenir des jeunes et de nos enfants qui se dessine par cet espace économique. Concrètement, réellement. Donc, il y a déjà combien d'usines là-bas? Alors, combien d'entreprises se sont déjà installées? Comme je vous le signalais, le projet a été initié il y a environ 5 ans. Il y a une phase de développement qui a été faite, c'est parce que c'est un projet qui a une empreinte foncière, donc une étendue de 1126 hectares. La première phase de développement a porté sur environ 527 hectares. Et cette phase de développement est subdivisée en 3 sous-zones. Une commerciale et de services, une résidentielle, mais surtout le cœur de la zone qui est la sous-zone industrielle. D'accord. Dans la sous-zone industrielle, aujourd'hui, nous avons 45 opérateurs économiques qui ont acquis des parcelles dans cette zone. Au nombre de ces 45 qui ont acquis, nous avons aujourd'hui 16 plus 10, 26 qui sont effectivement présents en coque. 26 qui sont présents, 16 qui sont en production, donc qui vendent des produits fabriqués en coque. Et vous serez bien surpris de savoir qu'il y a une variété de produits qui sont faits, parce que c'est une zone qui devait être au départ à l'initiative, se concentrer sur la filière bois pour remonter cette chaîne, la chaîne de valeur de cette filière extrêmement importante dont notre pays regorge de ressources de matières premières. Ensuite, en 2013, le gouvernement a pris la décision de mettre en place une stratégie nationale d'industrialisation, a défini 5 secteurs prioritaires à industrialiser, qui sont des secteurs qu'on peut suivre au Gabon, et aujourd'hui la zone accueille ces secteurs.
Donc nous avons, oui, des usines de bois qui sont là. Donc on a différents produits de bois que nous connaissons comme d'habitude, les portes, les fenêtres et autres, des tables. Mais nous avons aussi des produits bien particuliers que nous ne fabriquons pas en bois au Gabon, comme des deckings de piscine, donc les planchers de piscine, des transats de piscine, qui se fabriquent aujourd'hui en coque, qui se fabriquent aujourd'hui au Gabon, j'ai envie de dire, qui ne se fabriquaient pas hier au Gabon, d'une part. Vous avez l'industrie sidérurgique. Et là, on parle beaucoup du texte qui a été pris, la décision qui a été prise, la courageuse décision qui a été prise par le chef de l'État d'interdire l'exportation des grumes. Mais il y a une décision qui a été prise par le gouvernement plus tard, en août 2013, dont on parle peu. C'est un arrêté, un texte qui limitait l'exportation des rebuts ferreux et non ferreux. C'est-à-dire que toute la ferraille là, qui traîne qui jonche nos villages et nos villes, les carcasses de voitures et autres, hier étaient exportées vers des pays qui les valorisaient, parce que c'est une matière première importante. Ce texte a été pris en août 2013. Croyez-moi, grâce à ce texte qui a été pris en août 2013, aujourd'hui encore, nous avons 5 industries qui valorisent ces rebuts. C'est-à-dire que tous les déchets qui sont récoltés dans la ville en matière ferreux et non ferreux atterrissent en coque. Qu'est-ce qu'on fait avec? D'une part, il y a 2 des 5 usines qui nous font du fer à béton. Il y a 2 ans, 1 an et demi même, tout le fer à béton que nous avons dans nos constructions provenait de l'étranger. Aujourd'hui, on peut dire avec fierté que nous avons 2 usines qui fabriquent du fer à béton et qui suffit largement à la demande nationale, parce que 2 usines ont une capacité de 110 000 tonnes, alors que la demande nationale est estimée à peu près à 50 000 tonnes. Ces 2 usines, grâce à ce texte, aujourd'hui, nous permettent de mettre du fer à béton, mais du Gabon, sur le marché gabonais, 25% moins cher que ce qui est importé. C'est ce que gagne le Gabonais à la fin, avec des projets comme ça. Alors, ensuite, il y a des rebuts qu'on dit être non ferreux, donc il y a 3 autres usines, qui, elles, ce qu'elles font, ce sont des lingots d'aluminium, des lingots de plomb, donc d'autres produits non ferreux, qui sont eux voués à l'exportation parce qu'ils subissent des transformations plus poussées à l'extérieur, mais pour lesquelles on espère, et on y travaille au quotidien, faire en sorte qu'au lieu d'envoyer le lingot qui est transformé pour faire soit la pellicule, la feuille, comment on appelle, la feuille d'aluminium qu'on utilise à la cuisine et autres, mais qu'on arrive à attirer d'autres industriels qui nous fabriquent ça ici au Gabon. Comment vous faites pour attirer un industriel? Vous allez dans son pays, vous lui dites que venez au Gabon, il y a la zone économique spéciale, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela, ou ce sont eux qui vous contactent? Non, alors ce serait bien trop facile s'ils nous contactaient. Il faut qu'on soit proactif et donc on est sur le terrain. Alors ce que nous faisons, nous avons l'opportunité d'échanger soit par les médias sur ce qui se fait de la zone et de ses atouts. Nous avons des contacts avec nos représentations diplomatiques à l'étranger qui vendent, parce qu'on ne peut pas être omniprésent, on ne peut pas être partout en même temps. Nous avons des représentants diplomatiques à travers le pays. Nous avons des conseillers économiques dans ces ambassades à qui nous présentons le projet, à qui nous envoyons des documents sur le projet, qui nous représentent de façon permanente, donc au quotidien, là où ils sont. Ensuite, nous allons sur des foires à l'international, donc sur des conventions, lors des forums, lors des expositions, parler de l'atout du Gabon. D'ailleurs, nous ne le faisons pas tout seul, nous le faisons d'une part avec notre partenaire privé dans le projet GSEZ, qui est une société privée de droit gabonais issue d'un partenariat entre l'État et le groupe Olam International, d'une part, mais aussi nous le faisons surtout avec l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, qui, elle, a la compétence de promouvoir l'investissement sur l'ensemble du territoire national. Donc nous intégrons là-dedans, nous allons sur des plateaux, nous étions à Milan par exemple avec l'ANPI, où nous avons parlé de la zone économique à régime privilégié. Ensuite, ce que nous faisons, nous avons des secteurs que nous savons que nous voulons développer, industrialiser. Parce que, comme je vous le disais en avril 2013, la stratégie nationale d'industrialisation a été prise. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ciblons ces secteurs et nous regardons quels pays dans le monde ils sont reconnus pour être forts dans ce secteur. Et nous allons dans ces pays-là, nous leur parlons des atouts, comme le Gabon, des atouts du Gabon, pour qu'ils viennent nous permettre de remonter cette chaîne de valeur en transformant, parce qu'ils sont reconnus pour être forts dans un domaine. Pour le petit Gabonais qui se lance dans l'entrepreneuriat, quelles sont les possibilités pour lui d'avoir un espace à la zone économique? Alors ça, c'est c'est juste pour les grosses boîtes? Ça, c'est très bien dit. Vous faites bien de souligner ce texte. C'est l'occasion de souligner qu'on est heureux d'accueillir un jeune Gabonais qui fait aujourd'hui l'unanimité en termes d'innovation. Pour ne pas le citer, le jeune Boris Abesolo. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le recevoir ici. Si ce n'est pas le cas, je vous y invite fortement. Voilà un jeune Gabonais qui est entré et qui a, comme beaucoup de Gabonais, de bonnes idées en tête, veulent pouvoir faire des choses. Alors oui, je disais que ce serait un vivier d'emplois, la zone économique spéciale, donc ça va créer des emplois, des nationaux auront des emplois, mais ça doit générer aussi cette fibre entrepreneuriale où le Gabonais peut lui-même se lancer dans l'affaire et générer ses emplois pour ses compatriotes. Et ce jeune Gabonais dont je parle aujourd'hui est un Gabonais qui s'installe dans la zone, qui a un projet installé dans la zone, qui est en phase de construction,
pour nous mettre quelque chose de très innovant, qui n'existait pas au Gabon. Nous avons un deuxième jeune Gabonais qui arrive, qui va rentrer. Tout ça pour dire, la zone, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas ouverte qu'aux grosses entités. Le gouvernement a pris les dispositions, notamment grâce à une signature qui a été faite, de convention qui a été faite avec le ministère de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, de sorte à ce que la diaspora gabonaise, éventuellement, qui soit à l'étranger et qui hésite à rentrer pour contribuer à l'essor. Moi, je n'ai jamais hésité de rentrer pour contribuer à l'essor de mon pays. Pourtant, je tiens à le dire, j'avais de meilleures conditions là où j'étais. Alors, lorsqu'on rentre pour son pays, c'est avec la force, c'est un sacerdoce, c'est gratifiant de pouvoir avoir contribué à l'essor de son pays, un tant soit peu de le faire. Donc ceux qui hésitent encore et qui nous écoutent, j'ose espérer qu'Urban FM est écouté partout à travers le monde, et qui nous écoutent, le pays est en train de bouger et il y a des opportunités. Un cadre est mis en place par les plus hautes autorités. Aujourd'hui, il faut que nous, les jeunes, nous nous les approprions, que nous comprenons ce qui est mis en place et que nous nous inscrivons dans cette logique. Donc, cette convention qui a été signée permet aux jeunes qui sont à l'étranger de revenir, de s'installer, parce que nous avons mis des conditions dans la convention qui permettent de faciliter l'accès à la zone par des personnes qui ont moins de moyens. Parce que, en effet, l'accès peut être relativement coûteux, donc on a tendance à penser que les grosses structures viennent s'implanter, mais il y a des conditions particulières qui permettent que de plus petites, des TPME, des très petites entreprises ou des très petites industries s'installent dans la zone. Par ailleurs, au titre des entreprises qui sont installées, notre partenaire privé GSEZ a mis en place un outil extrêmement innovant aussi, qu'on appelle le cluster de l'ameublement. C'est un espace, un hangar qui a été construit, où on met en location de petits hangars de 500 mètres carrés chacun, dans lequel on dit aux opérateurs, aux jeunes qui sont intéressés par la filière du bois par exemple, venez, vous êtes menuisier, vous avez appris le métier du bois, vous êtes ébéniste, venez, installez-vous là, l'espace est mis à votre disposition, il y a des équipements mutualisés que vous pouvez utiliser pour baisser le coût de votre investissement, et de sorte à ce que vous soyez représentés dans la zone. Donc il y a un travail énorme qui se fait avec notamment le ministère de la... Il y a encore de l'espace au cluster. Il y a encore de l'espace, il y a encore beaucoup d'espace. Alors je fais un appel à tous les jeunes Gabonais à travers cette radio pour dire bougeons-nous un peu, les choses sont faites. Et contrairement à ce on pense, la zone économique à régime privilégié de Côte a ses portes ouvertes. Tous les jours on reçoit, il n'y a pas de difficulté à venir nous rencontrer, qu'on vous l'explique à ces jeunes-là qui prennent le courage à deux mains. Oui, c'est au PK27, oui, il faut pouvoir parcourir la ville pour venir, mais venez-y, nous vous présenterons ce qui peut se faire, ce qui peut vous donner éventuellement, on ne sait jamais, c'est peut-être là le déclic pour l'idée, ça pourrait être le déclic pour l'idée d'investir soi-même. Donc, mais quand un jeune Gabonais arrive pour s'installer, il vient déjà avec son papier de l'entreprise, ou bien vous avez un pôle là-bas? Alors, ça me donne l'occasion de parler de quelque chose d'extrêmement important. Je vous disais tout à l'heure que les opérateurs économiques, vous serez surpris, les opérateurs économiques nous disent que le plus important, ce n'est pas les avantages fiscalo-douaniers qui sont consentis. Oui, c'est vrai, parce que c'est une décision gouvernementale. Ça veut dire que n'importe quel autre pays au monde peut décider d'accorder exactement les mêmes avantages que nous. On est d'accord. Par contre, il y a des atouts qu'ont la zone économique à régime privilégié de Nkock, qui sont des atouts de la zone économique à régime privilégié de Nkock. D'abord, son emplacement, je vous ai dit, n'a pas été fait au hasard. C'est une zone qui est positionnée de sorte à pouvoir aller vers le principal port d'exportation par 3 moyens de communication, par la route, par la voie ferrée, parce que le train traverse la zone, et par voie fluviale, parce que nous avons conçu un quai qui permet d'aller vers le principal port d'exportation du pays, vers Ovendo, par voie fluviale. Donc déjà, l'aspect logistique est très important pour les opérateurs qui s'installent. Mais un autre aspect qu'on a peut-être tendance à négliger, qui est important, c'est la qualité d'accompagnement du service public. Moi, à titre d'administrateur général, j'ai la responsabilité, parce que je représente les services de l'État dans cette zone, j'ai la responsabilité de faire en sorte que lorsqu'un opérateur s'installe, qu'il soit exempt de tout ce qu'on appelle tracasserie administrative. Et ça, c'est très important. Donc, au sein de l'autorité administrative, nous y abritons un guichet unique qui est constitué de l'ensemble des administrations qui permettent d'accompagner l'opérateur économique de son arrivée à la fête. Donc, dans sa phase d'installation et dans sa phase de production. Donc, le premier acte administratif que nous faisons en COC, c'est la fiche circuit, la création de l'entreprise. Nous la faisons directement sur place. Sur place. Alors donc, nous la faisons directement sur place et nous nous sommes engagés à le faire dans un délai de 48 heures après le dépôt des statuts. Ça veut dire que cette fiche circuit qui a aujourd'hui 4 signatures sur ce document, nous récoltons ces signatures dans un délai maximum de 48 heures. C'est l'occasion de dire,
qu'en 2015, nous avons créé 24 entreprises. Quand nous avons fait le bilan à fin 2015, au 31 décembre 2015, nous avons créé 24 entreprises. Sur les 24, 18 d'entre elles ont été créées en 24 heures. Ça veut dire que déposer la fiche aujourd'hui, le lendemain matin, vous venez la récupérer avec les 4 signatures. Ça c'est pas fait seul, c'est avec le concours des autres administrations. Mais nous avons la responsabilité de suivre ça et d'atteindre ces objectifs. Et c'est pareil pour l'ensemble des ex administratifs. Nous essayons d'optimiser le temps, de réduire les délais, donc d'optimiser les procédures pour réduire les délais d'attribution de ces documents. Alors, je vous ai parlé de la fiche circuit, qui est le premier document, mais nous avons tous les autres documents qui rentrent. Aujourd'hui, au niveau de la zone économique à régime de Coq, nous avons au sein du guichet unique l'administration de l'Office national de l'emploi qui est représentée. Nous faisons un suivi scrupuleux. Nous avons des demandeurs d'emploi tous les jours, des Gabonais qui cherchent du travail. Nous traitons les dossiers, nous faisons des présélections parce que nous avons par ailleurs des demandes qui sont faites par nos employeurs, donc nos opérateurs qui s'installent. Et ce que nous faisons, c'est que nous leur proposons des CV au quotidien, je vous dis. Je peux vous dire, c'est une démarche qui se fait quasi tous les jours parce que on sent bien l'engouement pour la zone. C'est pour ça que je dis que les jeunes comprennent que cette zone est une zone d'opportunité. Ensuite, vous avez des administrations comme l'immigration qui est bien présente. Nous avons aujourd'hui sur place en Coq des équipements qui nous permettent de délivrer des visas pour ceux qui rentrent, de faire les passeports pour ceux qui sont les Gabonais qui travaillent dans la zone. Tout se fait sur place. En réalité, quelqu'un qui est installé en Coq, je vous ai dit, c'est une zone à caractère extraterritorial, n'a pas besoin de sortir d'un Coq pour cette démarche administrative. Tout se fait. Est-ce que la priorité est aux unités industrielles ou bien un cabinet d'expertise comptable ou je sais pas trop quoi autre peut être installé là-bas? Alors, je vous disais que le cœur de la zone industrielle, c'est sa sous-zone industrie. C'est le cœur de la zone économique, c'est sa sous-zone industrielle. Mais il y a par ailleurs une sous-zone de commerce et de services et une sous-zone résidentielle. Comme vous comprenez, on ne peut pas tout mélanger ensemble. On ne peut pas mettre pour des raisons de sécurité, parce que l'industrie, vous savez, il y a des risques qui sont associés aux industries. Donc, ça a été compartimenté de sorte à ce que chaque sous-zone accueille un certain nombre de services ou d'entreprises, en fait, finalement, d'entreprises. Alors, donc oui, pour répondre à votre question, la zone est ouverte à différents. D'ailleurs, si vous avez fait attention, nous avons eu l'honneur et le grand privilège de recevoir, d'abriter le 11 février 2016 un conseil des ministres spécial qui s'est déroulé en Coq. Donc le chef de l'État et l'ensemble des membres du gouvernement sont venus faire leur conseil des ministres en Coq. Et lors de ce conseil des ministres, une des mesures fortes qui a été prise est que la zone était ouverte pour des services, entre autres, qui pourraient se faire avec les avantages qui s'étendront à ces services-là aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la forme que va prendre cette mesure forte qui a été prise par le conseil des ministres, de sorte à permettre à ce que quelqu'un qui a un service qui veut vendre dans la zone soit... Justement, quels pourraient être les avantages d'accueillir par exemple un cabinet d'expertise comptable à l'ASES? Alors, vous savez, le choix de s'implanter dans la zone, bien que nous faisons énormément d'efforts pour la promotion, revient à l'opérateur qui veut s'installer. Ça dépend de ce qu'il a comme marché. Ça dépend de ce qui... Parce que comme vous le devinez certainement, c'est très encadré. Hein. On ne peut pas venir dans la zone et faire ce qu'on veut. Il faut respecter les textes parce que c'est une zone qui offre des avantages. Donc on est obligé de l'encadrer, de réglementer cela. On n'est pas en train de dire qu'on veut faire la stricte police, qu'on veut faire de la police derrière les opérateurs économiques, mais c'est réglementé. Il y a des règles de jeu. Il faut que tout le monde s'y accorde. Et c'est ce qui est fait. Donc oui, la décision de s'installer revient à l'opérateur malgré nos efforts de promotion. Donc, en fonction de son marché, en fonction de son chiffre d'affaires, en fonction de la proportion de son chiffre d'affaires à l'étranger versus la proportion de son chiffre d'affaires au Gabon, il va juger opportun ou pas en regardant les avantages qui sont consentis s'il peut s'installer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une zone, comme je disais, à caractère d'exportation. Donc, généralement, pour un opérateur qui est tourné vers l'extérieur, en priorité, il a tout intérêt à s'installer en Coq. Ah oui. Ces taxes, elles sont régies par l'OHADA ou bien vous différenciez? Non, alors tout ce qui se fait dans le cadre des textes de loi qui existent, autant les textes nationaux que les textes, d'abord des textes spécifiques qui ont été faits pour la zone, parce que si c'est un espace extraterritorial, c'est parce qu'il y a des lois et il y a notamment une loi, des décrets, des textes qui sont pris spécifiquement pour cet espace. Ensuite, il y a les textes nationaux, certains textes nationaux qui s'appliquent, comme le Code général des impôts par exemple, dont certaines dispositions s'appliquent dans la zone, comme le code des douanes. Et ensuite, il y a des textes qui sont régionaux. On a par exemple, notamment en matière douanière, nous n'avons pas nos textes, les textes qui prévalent en matière douanière sont les textes régionaux de notre région. Donc, on parle du code de douane CEMAC. Donc, ces textes s'appliquent.
Et puis plus largement, au niveau de l'OHADA, donc il y a les textes de l'OHADA qui s'appliquent. Donc en réalité, la zone n'est qu'une émanation de l'ensemble des textes internationaux et nationaux qui sont mis, internationaux, régionaux et nationaux qui sont mis en place. D'accord. Seulement, il y a une spécificité parce qu'il y a des textes spécifiques à la zone, dans ce caractère particulier. Combien de jeunes ont déjà été formés par rapport au nouveau métier dont vous avez parlé? Je dis c'est une bébé zone. Vous savez, un bébé, c'est un bébé. Un projet comme celui-là, c'est un projet d'envergure. L'impact de ce projet va se ressentir sur le long terme. Vous avez dit, il y a des avantages fiscaux douaniers qui sont consentis, mais il y a énormément d'emplois qui vont être créés. Ça fait des contribuables, des personnes qui payent des impôts. On est d'accord? Et puis, soit dit en passant, les avantages qui sont consentis ne sont pas consentis ad vitam aeternam. Il y a une période, il y a un délai. Donc, au terme de ce délai, on aura eu l'opportunité d'avoir des entreprises qui se sont installées, qui contribuent à l'essor économique et qui, après, plus tard, vont finir par payer pleinement leurs impôts. Donc, ça dure un certain temps, ces avantages. Ils ne durent pas, ils ne sont pas là, ce ne sont pas des avantages pour l'éternité. Donc, aujourd'hui, nous travaillons à orienter, à faire comprendre aux jeunes la pertinence de s'orienter vers des nouvelles filières de métiers pour qu'ils puissent associer. Donc on parle de la fameuse adéquation formation-emploi dont on parle tant. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous discutons avec des jeunes, notamment lors de la journée nationale de la jeunesse ou internationale de la jeunesse, notamment dans les établissements. Nous recevons beaucoup de jeunes qui viennent et qui s'interrogent, qui se disent aujourd'hui moi je viens d'avoir le bac, vers quoi je peux m'orienter? Et il y a un gros travail qui se fait autant avec certains établissements, autant avec certaines institutions que je ne citerai pas ici, qui nous accompagnent dans cette démarche, qui eux sont spécialisés sur l'orientation de la carrière des jeunes, et nous leur disons cet espace économique, parce que vous savez, il y a des métiers qu'on ne connaissait pas hier qui se créent aujourd'hui. Si je vous parle d'un barryman, est-ce que vous savez ce que fait qu'un barryman? On ne savait pas ce que c'est un barryman. Aujourd'hui, on a plein de barryman en coque, parce que nous avons des industries sidérurgiques, et des barryman, ils travaillent dans l'industrie de fer à béton. Alors, on va dire aux jeunes, voilà un métier, encore de métier, qu'on appelle être barryman, qu'il faut faire. Ça s'apprend, être barryman. Voilà. Et il y a un tas de métiers comme ça. Un tas de métiers comme ça. Monsieur Armel Mensah, nous avons fait le tour de la question. 36 minutes de conversation. D'accord. Je pense qu'on est arrivé. Ça passe très vite. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Si vous avez besoin de communiquer la prochaine fois, n'hésitez pas à contacter Urban FM. Je vous remercie beaucoup et je remercie toute l'équipe d'Urban FM pour cette opportunité donnée à la zone économique régionale pour les jeunes de Coq de parler de ce projet extrêmement important pour les jeunes. Il faut qu'on croie. Et ce que j'ai à dire à mes jeunes, si vous me permettez pour conclure, aujourd'hui, des choses sont faites dans notre pays pour donner aux jeunes les outils d'être autonomes eux-mêmes. Qu'ils y croient et qu'ils aillent chercher l'information. Nous faisons de notre mieux pour divulguer l'information. Peut-être que nous ne faisons pas assez bien, mais qu'ils aillent eux aussi chercher l'information. Parce que, moi je dis, j'ai 2 petits garçons, et quand je les regarde tous les matins, je dis, je suis sûr, l'avenir sera bien meilleur pour vous que ça l'a été pour moi. Ça c'est clair. Voilà. C'était monsieur Armel Mensah qui est l'administrateur général de la zone économique de Coq, qu'on appelle la zone économique à régime privilégié. Vous êtes sur Urban FM, on va retrouver Ingrid dans quelques minutes. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.